Mon thème, c'est se préparer avant d'agir. On n'agit pas sans préparation. On n'entre pas dans le mariage sans préparation. On ne fait pas de business sans préparation. On ne fait rien sans se préparer. Vous devez comprendre que c'est le principe de vie. Si vous voulez réussir, vous devez vous préparer. C'est comme quelqu'un qui a un examen en fin d'année, qui décide de ne pas lire et qui veut avoir des résultats. C'est faux! C'est comme quelqu'un qui veut avoir une forte impact de vente parce qu'elle fait de la vente en ligne, mais elle ne s'est pas préparée, elle n'a pas simulé sa vente, elle n'a pas préparé comment toucher les cœurs, comment parler, comment faire sa visibilité, comment se vendre, comment se disposer, comment se présenter. Bien aimé, tu vas venir souffrir ici dans les réseaux sociaux. Parce que tu vas trouver des gens qui viendront t'insulter, te mal te parler, qui ne seront pas attirés par tes produits, qui vont te médire, mais si tu as déjà pris la bonne attitude, tu t'es préparé suffisamment, avoir de bons arguments, avoir le langage qu'il faut, le genre qu'il faut pour convaincre tes clients, tu seras même capable de faire des ventes vraiment à haut bénéfice sur TikTok. Je connais des comptes des sœurs, des dames qui font des ventes en ligne ici, qui vendent chaque jour des hautes sommes stratosphériques qui va jusqu'à faire de 500 000, voire même 1 million de dépenses. Je ne suis pas là pour faire les enseignements financiers, non. Juste vous dire que c'est le résultat d'une préparation. Elle a pris le temps de sélectionner des vêtements spécifiques, de bien les disposer. Elle a aussi pris le temps de se préparer spirituellement. C'est la partie là. Ce n'est pas seulement technique. Elle a pris le temps de préparer sa spiritualité. Dans sa spiritualité, elle s'est dit, quand je serai sur le live, tout ce que je vais présenter sera beau. Dans sa spiritualité, elle s'est dit que mes articles vont dominer spirituellement. Mes articles vont attirer spirituellement. Bien aimé, ton problème à toi, tu as zéro préparation. Tu es trop intuitive, tu es trop impulsive. Tu fais des choses sans être préparé. Tu veux voyager sans préparation. Tu veux te marier sans préparation. Tu veux reprendre les cours sans préparation. Tu veux aller à l'école sans préparation. Tu veux réussir à des examens sans préparation. C'est ce qui garantit ta propre échec. Ça va garantir ton propre échec. Quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut parler de ces choses? Je peux? Can I say some things? La Bible dit dans le livre des Proverbes 21, verset 5. Il dit, les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance. Les projets de l'homme diligent mènent sûrement à l'abondance. Virgule. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Celui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire sans préparation, ne connaîtra que la disette, c'est-à-dire la pauvreté, l'échec. L'homme diligent est celui qui a tout préparé, a tout affiné, a fait les choses bien conçues, et ses projets à lui assureront leur abondance. Parce que c'est quelque chose qu'il a bien ficelé, ce sont des choses tellement bien faites, bien organisées, qu'elle ne peut pas faillir. Il peut y avoir des zones d'imperfection, mais la Bible dit le résultat final, c'est l'abondance. On n'a pas dit l'abondance à moitié, mais la Bible dit ça mène sûrement à l'abondance. Mais celui qui agit par précipitation n'arrivera qu'à la disette. Vous devez savoir, bien aimé, que Dieu est un Dieu de préparation, pas de précipitation. Dans la Bible, rien ne durable ou rien ne reste durable qui commence que dans la tête. Dans la Bible, rien de durable ne commence dans la tête et se fait par la hâte. Vous voyez, l'esprit, il produit plusieurs idées en même temps. Si ça reste dans la tête, c'est que ça doit être, ça ne va pas se faire. Donc, il faut réagir. Mais si vous le faites à la hâte, elle ne va pas du tout avoir un impact. Vous devez savoir qu'avant toute manifestation publique, Dieu travaille toujours dans le secret.
Avant que Dieu manifeste son œuvre, dans le secret, il a déjà travaillé ce qui doit s'accomplir. Je m'explique. Nous avons Joseph. Joseph a fait 13 ans de préparation avant le palais. Avant que Joseph ne regarde Pharaon dans les yeux, Joseph a passé 13 années de préparation avant le palais. Genèse chapitre 37, Genèse 37 jusqu'à Genèse 41. 13 années, je dis. Pendant ce temps, Dieu le prépare, Dieu le façonne pour qu'il aille rencontrer Pharaon. Moïse a passé 40 ans au désert avant de conduire Israël. Je dis 40 années pour qu'il soit prêt à être à la tête d'Israël. Exode chapitre 3. Nous avons Jésus qui a connu 30 ans de son existence, 30 ans de préparation pour 3 années de ministère. Un impact mondial qui jusqu'à aujourd'hui est reconnu. 2000 ans d'affilée, plus de 2000 ans d'affilée, on parle d'un homme qui n'a fait que 3 années de ministère. Pendant qu'on a des gens comme moi qui ont déjà, cette année ça fera 19 ans, 19 années de ministère, mais je n'ai pas la renommée de Jésus. Mais Jésus n'a eu que 3 années de ministère. Mais 3 années de ministère jusqu'à aujourd'hui. 2000 ans l'on parle de Jésus. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Ce que la préparation peut faire. Jésus est pourtant né avant, mais pourquoi il n'a pas commencé le ministère avant? Lorsqu'on tourne la Bible de 0 jusqu'à 30 ans, Jésus n'a pas d'histoire. On sait juste qu'il était parti en Égypte quand il était bébé. Il est revenu. 30 années de préparation. Pour 3 ans d'impact. Je dis à quelqu'un, il y a des procédures, il y a des chemins par lesquels Dieu te fera passer. Des endroits où Dieu te mettra juste pour te préparer à la gloire. Juste pour te préparer à sortir du néant à l'élévation. Il y a un artiste qui parlait d'un témoignage, un artiste de ce pays, qui travaillait dans la maison d'une autre artiste. Mais là où elle travaillait, quand il travaillait pour cet artiste, il était qu'un simple vigile. Il travaillait pour cet artiste, il aimait les musiques de cet artiste, mais il avait lui-même des rêves de devenir musicien, mais il n'avait ni l'argent, ni le confort, ni la production, ni quoi que ce soit. Il a passé des années, ce n'était que son vigile. Je dis des années, il était vigile de cet artiste-là, ici au Congo. Mais Dieu, dans son amour, a fait que cette âme-là, de temps en temps, observait le vigile, de temps en temps, le vigile jetait les acapellas. Il se dit, non, je vais aider ce jeune vigile. Pourquoi pas à une petite, voilà, un studio pour une petite chanson qu'il peut produire. Il a produit l'une de ses chansons et le jeune est parti. Mais pourtant, ça faisait peut-être 4 ans, 5 ans qu'il travaillait sous la dame comme vigile. Si la dame change de maison, lui aussi il va dans cette maison pour rester vigile. Mais il faut savoir que Dieu lui a emmené dans cette maison-là pour le préparer au succès d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, le jeune monte sur la même scène que la dame, fait des musiques et la dame chante. Et les gens chantent même plus la chanson de ce jeune-là que de la dame qui lui a donné la chanson. Je ne cite pas son nom, mais les vrais connaissent l'histoire. Une manière de vous dire, mes bien-aimés, Dieu peut t'emmener quelque part pour faire une préparation. Des années de préparation qui t'emmènent dans une gloire certaine. Pour retourner dans notre contexte, mes bien-aimés, vous devez savoir que Dieu expose en public, ou ce que Dieu expose en public, il l'a d'abord façonné en privé. Ce que Dieu veut mettre en valeur aux yeux des gens, Dieu le traite d'abord en apartheid. Mais pourquoi pas toi? Tu ne prends pas le temps de façonner ce que tu veux. Tu ne peux pas le temps de te préparer au mariage. Tu veux directement te marier. Tu ne prends pas le temps de te préparer au travail. Tu veux directement travailler. Mais quand on t'appelle au travail, tu es incompétente. Tu n'as même pas d'expérience. Tu as le diplôme, mais tu as 0 stage à ton actif. Ou depuis que tu as eu le diplôme, tu n'as fait qu'un seul stage. C'est le stage qui t'a permis de pouvoir faire
comment on appelle ça, de faire ta soutenance. C'est ce que nous, on rencontre dans les administrations. Moi, je suis gestionnaire des ressources humaines. J'ai déjà beaucoup fait des recrutements. Quand tu reçois des jeunes, ils n'ont même pas de stage à leur actif. Ils ne connaissent rien de la vie en entreprise. Ils pensent que ce qu'ils ont appris à l'école, c'est la réalité en entreprise. Alors, si vous êtes face à quelqu'un de comme ça, vous le prenez? Non. Je préfère encore 100 fois prendre un jeune qui a de l'expérience, qui n'a pas ton diplôme, mais qui a l'expérience de ton diplôme parce qu'il a appris ça dans un service donné, que de prendre toi qui as le diplôme, mais zéro expérience. C'est la partie où on ne comprend pas le pourquoi on demande toujours le diplôme et les expériences. Parce qu'en entreprise, on n'attend pas encore vous apprendre les choses. Voilà pourquoi, bien aimé, pendant que vous êtes jeune diplômé, créez de l'expérience. Faisons quoi? Solliciter des stages. Au lieu de solliciter que des demandes d'emploi. Le problème de cette génération, c'est que personne ne veut se préparer. Personne ne veut se préparer. Tout le monde veut directement travailler. Tout le monde veut avoir accès. Or, plein d'entreprises que vous voyez ici sont en recherche des stagiaires. Ça soit stage non rémunéré, stage rémunéré. Ils ont besoin que des stagiaires. Or, c'est en faisant des stages, bien aimé, que tu te donnes la capacité de grossir ton curriculum vitae pour demain exploiter un travail important. Est-ce qu'il faut qu'on se le dise? Et tu vas te plaindre, non, on ne me prend pas au travail, on ne me valorise pas, je dépose des dossiers qu'on ne prend pas. On ne prend pas, tu n'as pas d'expérience. Tout ce que tu as comme bagage, c'est ce que tu as appris à l'école. Est-ce que même tu as appris à l'école, on n'est pas sûr que c'est bon. Tu es jeune diplômé, fais des demandes de stage, maximise tes stages, accepte, même si c'est 3 mois, son salaire, mais c'est le CV qui grossit. Accepte d'avoir d'abord un bagage. Prépare-toi pour ce que tu veux avoir. Prépare-toi. Accepte. Ça va t'aider à avoir un bagage. La préparation est très cruciale, mes bien-aimés. Si vous ratez la préparation, vous allez souffrir. Vous devez aussi savoir que la préparation donne du poids à l'action. Quelque chose de préparé aura toujours un poids satisfaisant dans l'action à accomplir. Proverbe chapitre 1 verset 5 dit ceci. Le sage écoute et augmente son savoir. Parce que le sage prend d'abord le temps d'écouter, son savoir grandit. Agir sans préparation va produire la confusion. Quand vous serez prêt d'agir, vous ne saurez pas quoi faire. Agir sans préparation va vous pousser à l'épuisement. Parce que vous avez commencé à agir, mais vous ne connaissez plus le futur. Ce que vous devez faire après avoir agi. Quelle est la suite? C'est comme ça que des gens commencent des relations, mais ils ne savent pas comment finir. Ils commencent un business, après ils ne savent pas quoi faire après le business. Après ils retournent dans la case départ. Parce qu'ils ont eu zéro préparation. Ils ont un plan mal établi. La deuxième des choses, ça va générer l'échec prématuré. Tout simplement parce que vous n'avez pas pris le temps de préparer ce que vous aviez comme objectif à atteindre. Mais celui qui s'est préparé selon Dieu va produire la stabilité. Pourquoi? Parce que toutes les données sont bien ficelées et Dieu les a bien encadrées. Alors la stabilité sera le partage de ce que vous avez organisé. Il y aura la crédibilité. Ce qui est préparé a toujours de la crédibilité. Quand vous me présentez un fichier que vous avez élaboré pendant plus d'une année, ou pendant plus de 2 ans ou de 3 ans, vous me dites voici votre projet, un projet soutenu, conçu au moins 3 ans d'affilée, moi je respecte ce projet. C'est-à-dire que vous avez déjà projeté tout et je trouve que ce projet est plus viable que quelqu'un qui m'emmène un projet qu'il a rédigé en 2 minutes sur ChatGPT. Et quand tu lui poses des questions sur son projet, lui-même ne connaît pas son projet. Je ne prends pas, je ne travaille pas avec toi parce que tu ne sais même pas ce que tu veux faire. Mais quelqu'un qui a pris 3 années à ficeler son projet, à préparer ce projet, cet homme peut même te parler de ce projet les yeux fermés. Cet homme connaît la suite, étape par étape, de ce qu'il doit faire pour produire un accès à un résultat viable.
Ça va aussi produire quoi? La constance. Ça sera constant parce que, bien aimé, vous êtes préparé. Vous ne serez pas en manque d'idées, vous êtes préparé. Vous ne serez pas en manque d'anticipation, vous êtes préparé à le faire. C'est comme ça, vous voyez des gens qui vont au mariage sans préparation, après ils s'ennuient. À peine 3 mois de mariage, vous ne savez plus créer des choses. Vous êtes fatigué de vous appeler bébé, vous êtes fatigué de vous regarder, vous êtes même fatigué du sexe. Oui, oui, ceux qui disent, pensent souvent que le sexe, c'est la seule chose passionnante dans le mariage. Ah ben c'est faux. Après même seulement 3 mois ou 4 mois de sexe dans le mariage, tous les jours, ça va te fatiguer. Même lui-même, ça va le dégoûter. Ton propre corps que tu penses souvent que c'est du diamant là, ça va lui saouler. Il pourra même arriver qu'il rentre, tu te trouves nu, il ne réagit plus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas préparé au mariage. Vous n'avez pas préparé votre vie au mariage. Ça va le désinstaller. C'est comme ça qu'il commence à chercher des sensations fortes. Oh non, je dois un peu essayer de regarder un peu ailleurs, peut-être que ça va encore m'attirer pour retrouver du plaisir dans la femme. Zéro préparation va causer la confusion, va causer l'épuisement. Ah, je suis fatigué de la voir, je suis fatigué de la regarder. Hein. Le mariage, c'est le domaine qui va t'apprendre que ton mari est un cochi. Le temps dans le mariage va te faire découvrir que ton mari est un cochi. Quand tu l'as vu la première fois, tu ne voyais pas. Il était tellement beau, son argent le rendait beau. Sa gentillesse le rendait mignon. Sa façon de faire le rendait tellement exceptionnel. Mais comme vous n'avez pas eu de préparation, quand vous rentrez dans le mariage, le temps va commencer à te promettre de voir combien de fois il a des défauts. Oh, on dirait qu'il avait 2 bosses. Donc il a les mains. Il a même les mains tout. Les enfants sont foutus. Donc quand j'aurai des enfants avec le monsieur là, mes enfants auraient des coachs. C'est comme ça que vous mettez au monde le premier enfant. Yeah! L'enfant a eu le coach de son père. Ah, c'est bien. Hey! L'enfant n'a même pas encore 20 ans, il devient déjà Yabash. Maman! Pourquoi? Parce qu'avant, tu ne voyais pas qu'il avait ça. Tu n'avais pas découvert parce que le temps ne t'avait pas permis. Mais dans la préparation, tu sais qu'il a ces défauts-là que tu dois accepter. Tu sais que c'est un menteur. Tu sais que c'est un flatteur. Tu sais qu'il est ceci. Mais tu as accepté ça. Dans la préparation, tu as pris le temps de le sonder. Dans la préparation, tu as pris le temps de le piéger. Tu as aussi pris le temps de l'énerver pour voir si c'est un homme violent, s'il n'est pas violent, s'il est doux, comment est-ce qu'il parle aux femmes, quelle est sa façon de faire, son cœur face à ta famille, est-ce qu'il est rigide, est-ce qu'il est quelqu'un de sensible. Tout ça, tu prends ton temps dans la préparation. Au moins dans la préparation avant d'agir, c'est-à-dire avant de vous marier, tu es capable de dire, papa, vraiment j'étais sondé, hein? Je ne m'imagine pas passer ma vie avec un homme comme toi. On s'arrête. Mais toi, zéro préparation parce que le monsieur t'a dit, bon chérie, écoute, je t'aime. Dans 1 année, je vais te marier. Voilà. Après, il sort sa bague, veux-tu me marier? On te met l'alliance comment on l'appelle, de fiançailles. Toi, tu souris bêtement. Sans préparation. Vous allez jusqu'à vous marier, il met la bague définitive sur ton doigt. Il te dote, tu portes la plus belle du monde. Moi et moi, on est ensemble, je suis marié. 2 semaines de mariage. Tu dis, chérie, tu vas où? Il te regarde, il ne te répond même pas, il te ouvre les yeux comme un chacal. Il dit, mais je te demande, tu ne me réponds pas. Ça, c'est quelle manière? Il dit, ah, c'est à moi que tu parles? Manière? Moi? Tu avances coup de boule, coup de tête, coup. Toi-même, tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est passé que il a passé une mauvaise journée et que cette mauvaise journée, il a rempli ça sur ton visage. Il s'est passé que tu ne le connaissais pas. Il s'est passé qu'il s'appelle sauvage. Parce que tu ne t'es pas suffisamment préparé. Tu es en train de recevoir les conséquences. Bien aimé, il y a des sœurs qui sont ici là, vont vous témoigner. Qui sont allées apprendre à supporter leur mari dans le mariage.
Et ils sont allés le subir. Il y a certains ici qui restent mariés. C'est juste parce qu'il ne faut pas... Sinon, si tu lui dis, est-ce que tu aimes ton mari? Tu la vois te regarder comme ça. Mais dis-nous, tu l'aimes. Ah, mais c'est... Dis-le d'appeler son mari chéri. Chéri devient lourd dans la bouche. Hein? Tu cherches qu'il y a Jacques. Mais il y a Jacques qui dort, non? Il y a Jacques comment? Ce n'est plus chéri, ce n'est plus bébé, ce n'est plus mon amour, mon mari. C'est maintenant il y a Jacques. Il y a Jacques et ta petite soeur te cherche. Ah! Comprends juste que le mariage l'a donné de ses coups, que l'amour a changé, que maintenant les gens vivent pour les enfants, qui vivent pour la forme, qui vivent pour le contenu. Il y a des couples mariés qui dorment ensemble dans leur même lit, mais ça fait 4 ans qu'ils ne connaissent aucune intimité. Est-ce que je peux vous le dire? Si vous n'êtes pas préparé, vous irez aller pleurer là-bas. Et quand vous allez regarder Novelas, quand vous allez regarder les Karachika, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas épousé la bonne personne. Vous regardez, vous dites, ah, les gens ont la chance, hein. Les autres vraiment tombent sur des bonnes personnes, moi vraiment. Et pourtant, quand tu te draguais, c'était la meilleure des personnes. C'est juste le manque de préparation qui t'a emmené dans le mauvais endroit. La préparation transforme une vision en mission réalisable. Je répète, la préparation transforme une vision en mission réalisable. Celui qui se prépare donne toutes les accessoires d'accomplissement de sa vision, ce que Dieu lui a montré, ce que Dieu lui a dit. Vous avez donc besoin de vous préparer. 3. Vous devez savoir que la concrétisation se fait après étape. Il n'y a pas de concrétisation sans suivre un procédé, une procédure. La Bible dit dans Zacharie chapitre 4 verset 10, il dit: qui a méprisé le jour des faibles commencements? Ne méprise pas les premiers départs. Ne méprise pas les petites choses que tu commences à faire pour te préparer. Quand tu as décidé de commencer à dire, je vais prendre ma petite boîte, chaque fin de semaine, je vais jeter 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs dans ma boîte. Je vais faire ça pendant 5 mois pour voir combien ça va me donner. Et pendant 6 mois, je vais prendre l'argent des 1000 francs là, je vais créer mon business. Tu es en train de négliger. Pendant que tu négliges les premiers faibles commencements, c'est-à-dire les premiers départs là, c'est comme ça que depuis là, tu attends un financement pour financer une activité que tu n'arrives pas. Mais pourtant, tu t'étais déjà dit, je vais commencer un petit truc comme ça, je vais mettre, de temps en temps, je jette chaque semaine. Chaque une semaine, je jette 1000 francs. Chaque semaine, je jette 1000 francs. Chaque semaine, je jette 2000. Tu as 1000, bien aimé, tu vas avoir un capital pour commencer une activité. Ça veut dire que la chose qui te combat à ne pas commencer d'activité, c'est parce que tu négliges tes faibles commencements. Toi, tu veux directement avoir un grand chiffre. Tu t'assois un matin, tu veux commencer un business, tu veux directement avoir 500 000 pour un business. Tu veux directement commencer à avoir 300 000 pour un business. Je respecte une sœur aujourd'hui, la sœur fait Ngwanzou. Elle fait Ngwanzou, Chine. Elle fait des voyages extraordinaires. C'est l'une de mes sœurs dans le Seigneur de la vallée de Biraka que je salue. Un jour, elle passait par des moments très difficiles. Elle n'avait ni à boire ni à manger pour ses enfants. Elle est venue à l'église, elle s'est plainte. Elle demandait à ce que, si Dieu vraiment peut la bénir et tout. Bref, je tais l'histoire parce que l'autre partie est un peu triste. Elle ressortait triste du bureau du pasteur. Je l'ai appelée, j'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a à m'expliquer? Je ne pourrais pas la laisser comme ça. Jacques dit qu'avant d'évangéliser quelqu'un, si quelqu'un a faim, il faut d'abord lui donner à manger. Vous ne pouvez pas évangéliser quelqu'un qui a faim. Quelqu'un te dit qu'il a faim, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Toi, tu veux l'évangéliser et dire, viens, je te prie, Dieu va te bénir. Ce n'est pas comme ça que la Bible enseigne. La Bible dit de d'abord donner à manger à cette personne après de l'évangéliser.
Parce qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez pas évangéliser quelqu'un qui a faim. J'avais au moins 50 000 dans ma poche. J'ai pris 10 000 francs CFA. J'ai tendu dans la main de cette sœur. J'ai dit, écoute, prends ces 10 000 francs CFA. Rentre à la maison, fais un bon pépé soupe aux enfants. Qu'ils mangent. Et toi aussi, tu manges, que tu prends de la force. Si Dieu me donne encore des sous, je vais penser à vous au cours de la semaine. Mais garde confiance, Dieu va te faire du bien. La sœur est partie. Vous savez, une sœur qui réfléchit. En partant, elle s'est dit, oui, je vais cuisiner pour mes enfants. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que ces 10 000 francs-là puissent me créer quelque chose? Elle est allée acheter au moins 2 quakers d'arachide qu'elle a mis sous un plateau. Elle a fait un peu à manger à ses enfants. Il lui est resté un tout petit peu d'argent dans les 10 000. Elle a commencé à vendre son quaker d'arachide. Elle a vendu le quaker d'arachide. Les 2 quakers d'arachide sont finis en la même journée. Elle a encore acheté une autre qu'elle a commencé à vendre encore. Elle a encore vendu, elle a encore acheté 3 tours, même 4 tours de 2 quakers d'arachide. Au point où elle s'est trouvé un autre plateau pour le lendemain. Un plateau qui veut lui permettre d'acheter au moins 8 quakers d'arachide en même temps. Elle ne touche pas aux bénéfices, elle ne fait qu'investir. Je lui avais donné 10 000. Elle a fait une demande, un achat de moins de 2 500 francs à l'époque, de 3 000 francs à l'époque, pour commencer son activité d'arachide. Une activité qui lui a poussé maintenant à vendre des divers, une table complète, des choses. Elle a pris même une table au marché de Mungali, à l'intérieur du marché où elle vendait ses divers et tout. Elle a commencé à vendre des chaussures, des habits, des mocassins, des électroménagers. C'est comme ça qu'elle a commencé à aller à Ngwadzu pour acheter des choses, Chine, acheter des cheveux, acheter des chaussures, acheter de ceci. Aujourd'hui, cette femme-là vit bien. Elle vit bien. Mais chaque fois qu'elle témoigne, c'est la dame qui m'a ôté la honte. Où je parle souvent de quand j'avais des chaussures en forme de pirogue, où on s'est moqué de moi à l'église. C'est cette femme-là qui m'a ôté ses paroles. Elle revenait de Londres, elle m'a ramené des chaussures nouvelles. La première fois que je reçois un don d'une sœur qui m'a acheté des chaussures neuves, vestes neuves, chaussettes neuves, c'est elle. Et quand elle témoigne, il dit, je suis venu affamé, on ne m'a pas reçu, on me laissait partir. L'homme de Dieu m'a appelé, il m'a dit, prends ça. Il dit, si j'en ai encore, je viendrai te donner. Je ne suis plus revenu, j'ai pris les 10 000 qu'il m'a donné, j'ai retiré 2 500, soit 3 000 pour acheter les arachides que j'ai vendus. Ces arachides-là m'ont ouvert les portes que vous voyez que je suis là. Elle n'a pas négligé son faible commencement. Ton problème, c'est que tu commences, tu bouffes, tu méprises tes premières choses, tu méprises tes premières œuvres, tu ne veux pas te préparer, tu ne veux pas avoir un départ, tu veux directement avoir un résultat. Bien-aimé, sans préparation, il n'y aura aucun résultat. Si tu ne te donnes pas le temps de te façonner, tu n'auras aucune forme. Si tu ne te donnes pas le temps de subir, tu n'auras pas ce que tu veux, vivre en satisfaction. Aujourd'hui, elle place ses shops, elle est tranquille. Elle mange son argent, je ne sais même pas où elle se trouve. Si je la vois, c'est que je suis reparti dans l'église de mon père dans la foi et on se voit là-bas. Elle n'oubliera pas peut-être ce geste. Moi, je n'oublie pas ce beau témoignage. Mais c'est une femme qui a su préserver les premières bases. Aujourd'hui, tous ces enfants sont à l'étranger. Mais dites-vous qu'il y a de cela 11 années en arrière, je dis bien 11 années en arrière, cette femme manquait à manger. Cette femme a vendu les arachides. Pour qu'aujourd'hui, elle dort tranquillement dans des bons appartements. Quand elle voyage, elle est dans des penthouses. Ah! Ne négligez pas vos instants présents là. Le temps de préparation, bien aimé, c'est un temps crucial. Troisième des choses que vous devez comprendre, bien aimé, la concrétisation se fait étape après étape.
Je vous l'ai dit. Dieu ne te demande pas de tout faire d'un coup, mais de déposer le bon pas au bon moment, d'avancer progressivement et de respecter le processus. Ne saute pas les étapes. Si tu sautes les étapes, tu auras un mauvais résultat. Notre problème, c'est qu'on veut aller vite, vite. Donc, tu veux trop le speeding. Tu veux être rapide. Tu veux avoir des résultats vite. En matière d'entrepreneuriat, la vitesse est un poison. Parce que plus tu vas vite et que toi, ton mental n'a pas grandi selon la vitesse de ton développement, tu vas te comporter avec ce que tu as reçu vite, avec la mentalité du peu que tu gagnais avant. Et ça va tuer ton business. Un enfant grandit avec son temps. Il grandit avec l'intelligence selon son temps. Même si votre enfant commence à avoir 1 mètre, 1,20 m, et vous dites qu'à cause de sa taille, vous lui forcez l'accès d'aller, par exemple en classe de 3e, à cause de sa taille, arriver là-bas, parce qu'il n'a ni l'âge, ni la compétence, ni la connaissance, ni la maturité de la classe de 3e, il va aller être un échec catatonique. Vous comprenez? Mais s'il avait pris le temps de faire le CP1, CP2, CI1, CI2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, il a eu toutes ces années de préparation pour faire face à la classe de 3e. Et l'affronterait avec brio. Ne sautez pas les étapes. Surtout toi, la parente qui me suit là, toi qui aimes faire sauter des enfants de classe lorsqu'ils échouent là, tu ne leur rends pas service. Un jour, ton enfant là sera médecin. Je dis au nom de Dieu, ça sera ton même enfant médecin qui sautait les classes là, qui sera le docteur qui va te soigner un jour. Pas me soigner moi, te soigner toi. Comme ça, tu vas comprendre que tu faisais sauter les étapes à tes enfants pour que un jour, ils puissent soigner des gens qui les ramènent à la morgue ici. Des bombes qui tuent l'humanité. C'est pas bien. Ne sautez pas les étapes. On dit le rapport sexuel, c'est dans le mariage. Là, tu sautes les étapes. Tu as déjà commencé ça dans le silicone. Même pas le corps. Les parents ne connaissent pas, tu lui donnes le corps, tu lui donnes le corps, tu lui donnes le corps, tu lui donnes le corps. Après, touché par le Saint-Esprit, le bandit te dit, non, on a mal commencé, il fallait pas que d'abord tu me donnes le corps, on va d'abord prendre la distance, restons dans le Seigneur, regardons-nous d'abord, demandons la miséricorde parce qu'on a trop couché ensemble, c'est pas bien. Vraiment, je vais faire maintenant les choses bien. Maintenant, au lieu d'aller t'épouser, le frère en Christ va prendre une autre sœur. Et c'est elle qui présente. Mais toi qui es là, manger le corps, bouffer le corps, consommer le corps, épuiser ton corps, il ne veut plus, il te trouve sale. Pourquoi? Parce que toi, on te mange en mariage. Le jour où tu as vécu ça, je pense que mentalement, si tu fais les jeux encore de donner le corps, ah, c'est du qu'on t'a maudit. C'est ça, moi, c'est qu'on t'a maudit. Tout vient à temps à celui qui sait attendre. Est-ce qu'on peut se dire ces choses? D'accord? Une maison solide ne se bâtit pas par des émotions. Un business ne se bâtit pas par des émotions, mais sur des fondations solides. Et ces fondations, c'est le temps de préparation qui vous l'accorde. Vous devez savoir que Jésus enseigne la préparation avant l'action. Dans Luc 14, verset 28, Jésus dit, « Car laquelle de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer les dépenses. » Donc, avant de bâtir la cour ou avant de bâtir quelque chose, Jésus-Christ dit, la personne évalue d'abord la dépense. Il se prépare. Il ne va pas bâtir sans savoir combien ça va le coûter. Il ne va pas bâtir pour savoir qu'est-ce qu'il en a besoin. Je veux faire une activité, par exemple, de yaourterie. Je sais que j'aurai besoin d'avoir un bon fond pour avoir avoir du lait. J'aurai besoin aussi d'avoir des machines qui vont me permettre de transformer rapidement mon yaourt. Parce que si je dois le faire manuellement, ça veut dire que je vais devoir acheter une grosse marmite
auquel je vais de temps en temps faire ce yaourt, le recouvrir, le laisser fermenter, après le traiter, le mettre dans les gobelets manuellement, ça va être compliqué. Alors, vu que je veux le faire industriellement, je dois créer le coût pour un bon matériel pour faire ma vente de yaourt. C'est ça qu'on appelle la préparation. Je le préformalise. Je contextualise ce que je veux faire. Et je commence à épargner, à mettre de côté en fonction de ce que je veux atteindre. Une fois que j'ai atteint mon but, c'est-à-dire que je suis prêt dans la préparation, maintenant j'attends le top de l'Éternel pour commencer. C'est ça. C'est un processus qui ne rate pas, qui vous donnera un témoignage sûr. D'accord? Se préparer, c'est s'asseoir pour réfléchir. Se préparer, c'est prier pour discerner ce qu'il faut faire. Se préparer, c'est apprendre avant de se lancer. Oui, mon bien-aimé, on ne commence pas une activité qu'on n'a pas apprise ou qu'on n'a pas pris le temps d'apprendre, de faire la topographie de votre activité. Votre problème, c'est que vous vous lancez rapidement. Apprenez d'abord. Tu as commencé le commerce de vente des chaussures. Tu sais, tu as étudié ça. Tu as appris comment ça se passe. Moi, je connais des sœurs qui mettent des produits sous les vitrines au centre-ville, mais ça n'empêche qu'elles vivent bien, elles vendent, elles gagnent. Mais pourtant, chaque fois que je passe dans ces vitrines, je vois toujours les mêmes produits devant ces vitrines. Tu dis, mais comment la sœur l'a fait pour... Il dit, papa, ça c'est l'imagerie de la compagnie. Les habits que tu vois, ce n'est que les images. C'est-à-dire que c'est juste la projection de l'habillement. Mais en réalité, au-delà de ma boutique, papa, au-delà de la boutique que tu vois au centre-ville là, viens, je vais t'emmener dans le marché Mungali. Elle me ramène dans le marché Mungali. Elle a un endroit comme ça là, simple, où elle bazarde ça à des prix bêtes. Elle dit, papa, j'ai un autre truc comme ça à Total. Je fais ça à des prix vacants comme ça. Donc tu penses que moi je vais rester à attendre que la robe que j'ai mis à 102 000, à 200 000 à la boutique au centre-ville là, puisse être achetée par un ahuri. Pendant ce temps, je reste affamé. Laisse pour toi, papa. J'ai deux endroits. Là-bas, c'est le centre-ville. Ici, dans le marché Mongali. Je bazarde ça, papa. Je bazarde ça parce que je dois vendre vite, réacheter, vendre encore, réacheter, vendre encore. C'est comme ça qu'on fait le bénéfice. Le bénéfice n'est pas dans le nombre de fois, dans le nombre du prix que tu as vendu ton habit. Mais c'est dans le nombre de fois que tu fais des ventes, achats, revente et achat. Parce que plus tu multiplies le nombre de fois tu vends et tu achètes, plus tu multiplies ton bénéfice. Mais non, celui qui n'a pas étudié l'entrepreneuriat croira que parce qu'il a vendu un objet cher, qu'il a fait un bon bénéfice. Faux. Ça t'a pris combien de temps pour vendre cet objet? Le temps lié à ta période d'achat et ta période de vente. Voilà pourquoi vous devez apprendre. Prenez le temps d'apprendre, de faire les études sur ce que vous voulez faire. Les études, on n'a pas besoin que d'aller à l'école. On a YouTube, on a des personnes expérimentées. Tu vas vers quelqu'un qui a déjà l'expérience. Tu dis, ah, laisse-moi passer au moins 3 mois à tes pieds. Je veux apprendre comment les choses se passent. Nous, on n'apprend pas. On va directement commencer des business qui vont aller mourir sans connaissance. Et après, tu te plains, pourquoi mon activité n'est pas allée loin? Pourquoi je n'ai pas réussi? Parce que tu n'as pas le bagage. Tu n'as pas le bagage, la connaissance de comment gérer cette activité. De comment le développer. La persévérance de le faire. Je le dis toujours, vous trouverez que les Mauritaniens qui viennent vendre chez nous ici sont des fous. Ce n'est pas des fous. Lui, il achète en stock sur Dubaï. Donc, quand il vient avec tout le stock qu'il a acheté, des téléphones techno, Samsung, des montres, je ne sais quoi, il a un timing. C'est-à-dire que s'il se dit qu'en 2 jours, il doit vendre tout son stock, en 2 jours, il vendra tout son stock. Il ne va pas venir te dire, bon, le téléphone là doit être 1 million, 4 millions, mais il sait que la valeur nette sur le marché vendu dans les différents endroits, c'est peut-être un téléphone d'1 million.
Mais il sait que lui, il a acheté en stock. Donc, il n'a pas acheté 1 million. Tout ce qu'il lui faut, c'est d'atteindre un prix raisonnable pour retrouver vite son montant et repartir dans 3 jours à Dubaï pour aller acheter de nouveaux stocks. Il ne blague pas. Donc, tu peux venir voir un téléphone de 250 000 comme ça et tu lui dis, camarade, prends seulement 120 000 quoi. Camarade, je n'ai que 120 000. Il te dit, monte au moins. Si tu peux monter à 150, j'accepte. Il te dit, non, camarade, je n'ai que 120 000. Toi aussi. Téléphone de 150, tu veux que je te donne ça à 150 000, vraiment. À 130 000, c'est trop petit. Prends mon monte. Quand tu vas vouloir partir, il te dit, bon, camarade, viens. La famille, c'est plus important, hein. On va pas se casser la tête pour ça. C'est la famille. Donne. Il te emballe ça, il met dans le carton. Toi, tu te dis, j'ai eu la chance. Tu as eu quelle chance? Et toi, un manque de connaissances. Le monsieur a fait son profit là. Il a bazardé déjà un de ses produits. Il va encore le bazarder. Deux fois, il va bazarder, c'est encore plus moins que ce prix. Tant qu'il écoule sa marchandise, dès qu'il finit d'écouler sa marchandise, il calcule, vu qu'il a écoulé cela en moins de temps, lui, il l'achète en stock. C'est-à-dire qu'il a retrouvé l'argent de son stock, il a retrouvé l'argent du voyage, il a retrouvé l'argent du transport, il a tout retrouvé, même en plus. Il répare acheter pour maximiser encore un autre bénéfice. Quelqu'un me comprend? Pourquoi il est capable de le faire? Il est préparé. Il est même préparé dans les pertes. Oui, bien aimé. Celui qui fait des activités doit se préparer aussi à perdre. Celui qui se prépare au mariage doit se préparer aussi à la douleur. C'est moi changer de position. Hein? J'ai mal. Je ne suis plus du tout jeune. Quand je garde une même position, j'ai mal au pied. Celui qui veut aller quelque part doit estimer tout, même la perte. Quand tu veux rentrer dans le mariage, il faut savoir qu'un jour, quelque chose de mal va arriver. Ça peut être la tromperie, ça peut être la déception, ça peut être une erreur qui va te blesser, un mot choquant, un langage choquant. Si tu attends que tu vives un mariage où on ne va pas te tromper, où on ne va pas te dire des choses méchantes, où tu ne vas pas te chamailler avec ton mari, où tout va bien se passer, tu as menti. Ça n'existe pas. Ça, c'est le comportement des enfants, des immatures. Les êtres humains sont doués de raison. Et là où quelqu'un raisonne, il y a toujours la contradiction. Je répète, les êtres humains sont doués de raison. Et là où il y a la raison, il y aura toujours la contradiction. Parce que l'un voudrait avoir raison et l'autre voudra avoir tort. C'est comme ça. Donc préparez-vous dans votre mindset que je suis en train d'entrer dans le mariage, mais il y aura des choses qui vont pas me plaire. Il y aura des choses, il y aura des périodes aussi qui vont me décevoir. Il y aura des périodes que moi aussi je vais le décevoir. Mais on doit être prêt à relever le challenge de nous relever des déceptions futures. Si tu as préparé ton mental comme ça, alors bien aimé, tu feras les 50 ans de mariage que nos parents ont fait. J'ai demandé à ma mère, tu as passé beaucoup de temps avec ton mari, est-ce que par amour? Moi je sais que le monsieur là était co-Johnny. Il m'a dit oui, ton père était un véritable co-Johnny. Mais si on a fait toutes ces années de mariage, ce n'est pas à cause que de l'amour. On était préparés. On a travaillé sur notre mariage. L'amour est notre base. Mais au-delà de ça, nous avons compris que nous restons humains. Alors toi, tu veux le super weddings, tout se passe bien. Ton mari, lui, il est né, je ne sais pas où, et tu penses qu'il aurait le comportement du pape. Lui-même, le pape s'est trompé dans les récitations des versets. Lui-même, le pape veut faire la mise à jour de la Bible. Toi, tu penses que ton mari sera parfait. Non. Ou ta femme sera parfaite. Non. Dieu a des choses qu'il fait. Hein? Ma femme doit avoir la beauté du soleil. D'accord. Dieu te donne femme avec beauté du soleil. Mais impolitesse de Satan, tu ne peux pas croire.
Il te donne femme, jolie, mais qui ne s'est pas préparée. Il te donne femme qui a la forme et l'apparence que tu veux, mais elles ne sont pas bonnes. Tu auras toujours un inconvénient. Tu aimes les Toyota. Il faut savoir qu'il y a des inconvénients à conduire des voitures de Toyota. Tu aimes la Peugeot. Tu vas trouver des imperfections aussi là-bas. Tu aimes les voitures hybrides. Mais tu vas trouver aussi des inconvénients sur ces hybrides. Si tu es habitué à rouler sur les trucs essence. Est-ce que tu comprends? Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. Mais c'est la préparation qui te permet de faire face à tout ça. Et de maximiser ça dans ton esprit que il y aura des choses qui ne vont pas me plaire. Et je dois accepter ça. Je dois comprendre ça. Je dois apprendre ces choses avant de me lancer. Planifier avant d'exécuter. C'est ça. Je suis prêt. Je sais que je ferai des pertes. Je sais aussi que je ferai beaucoup de profits. C'est déjà une chose qui rentre en ligne de compte de mon mindset. Voilà, on va s'arrêter là, bien aimé. Ça a mis du temps, hein?